Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de l'épisode 11 de Jujutsu Kaisen. Et les amis, c'est vraiment un plagiat de Hunter x Hunter ou Hunter x Hunter, t'appelles ça comme tu veux. Mais avant de commencer, bien évidemment, instant auto-promo, mon manga Wolfus qui va sortir incessamment sous peu sur Manga Draft. Donc n'hésite pas à regarder sur ma chaîne principale, je fonce, je donnerai des informations là-dessus. Donc tu as déjà les coulisses qui vont sortir le 31 octobre, donc sois au courant. Regarde sur Je Fonce, ma chaîne principale, mon manga Wolfus qui sera prêt. Mais là, on va parler de Jujutsu Kaisen, épisode 11, qui était vraiment cool. Vraiment très sympa, j'ai super adoré. Et déjà, ce qu'on peut remarquer, moi, c'est le bruitage que j'adore. C'est les coups, les impacts de coups. T'entends des... Tu sens que ça se tape, tu sens bien les impacts. C'était vraiment cool. Bon, comme je le disais, ça fait un peu penser à Hunter x Hunter. Je dis plagiat, mais c'est pas un plagiat, évidemment. Il s'inspire de Hunter x Hunter, mais il y a beaucoup d'inspiration d'autres mangas. Évidemment, déjà dans Naruto, tu vois qu'à un moment, dès le début, il repère la personne au niveau de la tour par rapport à la sphère de protection, là. Ils utilisent des fils, oiseaux sur des fils et tout, là. Ça rappelle Naruto. Dans Naruto, voilà, le mec qui Megumi, là, il utilise des invocations, ça fait un peu comme Sasuke, Pain, tout ça là. À un moment donné, il invoque une grenouille. Enfin, non, lui, c'était un éléphant qui atterrit sur l'autre. Ça fait quand même bien Naruto. Mais c'est surtout, ça fait Hunter x Hunter. Dans un sens où ils ont tous des facultés innées, des capacités particulières. Et ça fait vraiment Hunter x Hunter parce que ces capacités particulières sont plus puissantes, plus la condition est particulière et handicapante. Donc c'est vraiment un système de conditions et en fonction de ça, bah tu dois essayer de neutraliser cette condition. Et c'est ça qui est très intéressant aussi, c'est pourquoi est-ce que les deux héros, donc Megumi et Itadori, ils n'ont pas de pouvoir particulier, parce que franchement, il n'y a pas de condition dans leur technique. Invocation, c'est de la puissance, et finalement Itadori, c'est de la puissance brute, des coups de poing. Et finalement, c'est ça. Vu qu'ils ont des capacités simples, basiques, face à quelqu'un qui a des conditions particulières, là leur ennemi qui ressemble à rien, il a une sale tête en plus, donc lui il peut inverser les impacts, c'est-à-dire que lorsque tu tapes fort, bah, ça devient faible, et lorsque tu tapes faiblement, ça devient fort. Si t'es pas au courant et que tu comprends pas le truc, bah, tu auras du mal à le battre. Et finalement c'est ça qui est intéressant, c'est que comme tu as des capacités basiques, et ben, il faut que tu arrives à comprendre la capacité de l'adversaire pour pouvoir le battre. Sinon tu n'arriveras plus ou moins jamais à le battre. Mais il n'empêche que vu que tes capacités sont basiques, on remarquera que l'ennemi n'a quasiment jamais touché Megumi ou Itadori. Tu vois qu'en termes de puissance pure, l'ennemi n'était pas si fort que ça. Hein. Il faisait des coups d'épée vite fait, là. À un moment donné, il a sorti le couteau, ça faisait un peu peur, mais il n'a pas été très menaçant en soi contre les ennemis. Par contre, moi, j'ai bien cru que Itadori... Alors, il l'a battu d'une façon assez cool, hein, super stylée. Donc, effectivement, à la fin, il s'arrête. Au lieu de lui mettre un gros coup de poing, il lui met un petit coup de poing et boum, c'est ça qui réussit à se battre. Et c'est grâce aussi à son ami Megumi qui a réussi à comprendre le système, comment son pouvoir fonctionne. Mais moi, je m'attendais à autre chose quand j'ai regardé l'épisode. Parce qu'on se rappelle que dans la saison 1, la particularité d'Itadori, c'était d'avoir un délai au niveau de son impact. Si vous vous rappelez bien. Ça se trouve, je me trompe, hein, c'est pas ça. Mais en gros... Lui, il mettait son coup et l'impact du coup venait après. Et en fait, il jouait un peu sur le timing pour faire des rayons noirs. En fait, en gros, si j'avais bien compris, c'est qu'à un moment donné, au niveau de l'impact, quand le timing est excellent, parce qu'il y a un bon timing à respecter, bah, ça fait que le truc il explose et que la personne prend encore plus de dégâts. Donc je me suis dit qu'Itadori allait jouer avec sa capacité. C'est-à-dire que lorsqu'il met un coup, l'autre utilise sa capacité pour inverser les dégâts. Bah, je me suis dit, grâce à ce petit timing, ce petit décalage, peut-être que l'autre active au mauvais moment et désactive. Il fait, ah c'est bon, j'ai neutralisé son coup et boum, il apparaît après, rayon noir, le mec explose. Je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait le pouvoir d'Itadori qui rentre en jeu. Non, là ils ont préféré mettre en avant l'effet du binôme, travail d'équipe, et c'est vraiment ça, je pense, dans cet épisode 11 sur lequel il voulait mettre l'attention, c'est la combinaison, le travail d'équipe entre Itadori et Megumi. Parce qu'en gros, dans l'épisode précédent, l'épisode 10, Itadori a affronté l'homme insecte, là, l'espèce de scarabée, c'était pour mettre en avant les capacités en solitaire d'Itadori. Là, c'est pour mettre en avant ses capacités en équipe. Donc là, on voit qu'en équipe, il travaille très bien. Et en même temps, bah, il utilise ses capacités de combat habituelles.
Donc voilà, là on met vraiment en avant les deux personnages. Ce qui est aussi intéressant, c'est ces capacités, bien évidemment, que chaque personne possède. Donc là, on a eu, par rapport aux boucliers qu'ils ont formés, des conditions, donc tu dois aller chercher à l'extérieur, et on voit qu'il y a tout un plan qui est préparé. Donc on voit qu'il y a des clous qui sont là, on voit qu'ils doivent récupérer ces clous et essayer de briser la barrière. Donc on est vraiment dans un cadre d'étape par étape. C'est-à-dire que tu commences de l'extérieur et tu arrives à l'intérieur pour essayer d'aller sauver Gojo. Gojo qui d'ailleurs est enfermé, mais j'ai bien l'impression qu'il peut se libérer au bout d'un moment parce que ce mec-là est tellement fort, il possède tellement d'informations en lui parce que c'est l'infini que l'espèce de supplice qui peut tout enfermer va pas parvenir à enfermer Gojo. Parce qu'au bout d'un moment, je pense qu'il va saturer en termes de données. C'est ça la stratégie de Gojo, je pense. Parce que on sait que ce cube ne peut que contenir une personne. Et je pense que Gojo, comme il y a tellement d'informations en lui, c'est l'infini, l'espèce de cube va éclater et se dire non, il y a trop d'informations. En fait, c'est pas possible de contenir autant de monde, autant d'informations, parce que Gojo, c'est l'équivalent de beaucoup plus de personnes. Et on sait que sa limite, c'est une personne. Mais bref, intéressant d'avoir ce flashback aussi lors de cet épisode où on raconte un peu Gojo et les fléaux, les maîtres des fléaux, comment ils étaient avant l'arrivée de Gojo. Et c'est très marrant. D'ailleurs, Gojo, à l'époque, il avait vraiment la dégaine de Killua. Là, si c'est pas du plagiat d'Hunter, là, dites-moi ce que c'est. En plus, le même style de regard à la Killua, là, où il se retourne, je t'ai vu. J'ai l'impression d'avoir déjà vu cette scène dans Hunter, tu vois. Bref, vraiment la même dégaine. Et c'est intéressant de voir aussi les maîtres des fléaux, comment ils étaient à l'époque, donc libres, et à quel point ils étaient terrifiants. Parce qu'à un moment donné, l'autre, quand il torture la personne qu'il a enterrée sous terre, on voyait sa tête, et qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de le torturer, il lui coupe la tête, après il l'arrache, t'as un truc assez gore, t'es là, ouh, putain, mais qu'est-ce qu'il fait? Ah, ils sont vraiment monstrueux, ces mecs-là. Ils méritent un châtiment. Il faut les arrêter, ces gars, c'est des monstres. Et justement, eux, ils prenaient un malin plaisir à torturer tout le monde, ils étaient libres, ils n'étaient pas sous menace, et dès que Gojo est arrivé, ils étaient d'ailleurs en haut d'un bâtiment hyper loin, ils commencent à flipper de loin tellement le haki est puissant, ils ont fait « Oh, haki de... oh !» Ils se sont chiés dessus et tout. Franchement là, on aurait dit Shanks qui balançait son haki à distance et tout. Mais c'est intéressant de voir, en gros, comment était la société avant, et qu'est-ce qu'a apporté Gojo? Et ça fait penser à My Hero Academia, je suis désolé de le dire. Gojo, c'est All Might en fait. C'est All Might, c'est le symbole de la justice. Les fléaux, les maîtres des fléaux, ils sont tous là. Ah, c'est All Might, c'est All Might. Le maître absolu de la justice. Fillon, il est là, on fait plus rien, tu vois. Et comme dans My Hero Academia, une fois qu'All Might, il était neutralisé, t'as tous les fléaux, tous les méchants qui sont sortis. Ouais, c'est bon, c'est la fiesta, on peut, on s'en bat les couilles du deuxième. Là, c'est pareil. Gojo, c'est All Might, en fait. C'est dès qu'il est là, tout le monde, oh non, c'est lui. Et une fois qu'il est plus là, allons-y. C'est bon. Et d'ailleurs, ça veut dire que, voilà, il est largement au-dessus de tous les autres, et d'ailleurs c'est pour ça qu'ils l'ont enfermé, et d'ailleurs je crois même qu'il va réussir à s'en sortir au bout d'un moment. Je me demande quel est le plan de Geto, en fait le faux Geto, l'espèce de Crank, le cerveau qui est à la place du cerveau, et d'ailleurs voilà, alors que Crank lui, dans Tortue Ninja, ils ont compris que le deuxième cerveau était en dessous. Non, je déconne, en plus il est un peu au-dessus, mais bref, on va aussi revenir sur la résurrection de Toji. Et alors, est-ce que c'est une résurrection ou est-ce que c'est l'ennemi qui emprunte le corps de Toji? Mystère, on ne sait pas encore. Moi, j'ai bien l'impression que c'est une résurrection. Donc Toji, on se rappelle qu'il était extrêmement puissant d'un point de vue physique, mais qui n'est pas capable d'utiliser l'énergie occulte. Donc c'est pour ça qu'il a démonté l'autre d'un point de vue physique, parce que on sait très bien qu'en taijutsu, en termes de combat, il est hyper puissant. D'ailleurs, c'est dommage qu'on n'ait pas vu l'autre plus se développer, parce qu'il était censé prendre soin de la nouvelle génération. Au final, il se fait démonter et il se fait tuer en un rien de temps. D'ailleurs, est-ce qu'il est mort? Je sais pas, mais ses capacités étaient quand même intéressantes. Il y avait 4 machins là, et je crois que ça, on avait déjà vu plus ou moins dans High School, le truc de taekwondo là. Il y avait ces trucs-là, les 4 trucs-là. Il y avait la tortue, il y avait les machins. Bref, ça fait partie des contes connus de la culture asiatique. Mais ce qui est important, c'est de voir Toji revenir. Et que va faire Toji?
Parce que voilà, moi je pense que c'est le vrai Toji qui a ressuscité. J'ai pas vu les scans, j'ai pas vu le manga, donc je sais pas si c'est l'autre qui contrôle son corps ou s'il a ressuscité. Moi j'ai l'impression qu'on cherche à te raconter l'histoire de Megumi. D'ailleurs, je sais même pas si c'est Megumi. Bon, bref, on cherche à te raconter son histoire et de faire la relation père-fils se retrouver. Donc voilà, ça va être intéressant de revoir le retour des deux, parce qu'on sentait déjà que dans le flashback de Gojo, Toji tenait vraiment à son fils. Donc là, on aura une rencontre père-fils. S'il est sous contrôle, je pense qu'il va reprendre le contrôle de son corps, forcément, puisqu'il est à la rencontre de son être le plus important du monde, son propre fils. Du coup, il va récupérer ses moyens. Ou sinon, c'est que c'est déjà lui. Donc dans tous les cas, je pense que la condition de résurrection est sous contrainte. C'est-à-dire que, voilà, comme on le sait dans Hunter x Hunter, tu as des conditions qui fait que ta capacité est extrêmement puissante, mais peut se retourner contre toi. Eux, leur objectif, c'était de protéger les maîtres des fléaux qui sont en dessous et les fléaux de classe S qui sont en dessous. Finalement, en ressuscitant Toji, je pense que le truc va se retourner contre eux, parce que Toji a une forte personnalité. Finalement, il va peut-être se joindre à l'équipe d'Itadori et de son fils Megumi, forcément. Et donc, du coup, il va aider la cause. Mais bref, super épisode, super bien animé, super son, et des combats stratégiques que moi j'adore, finalement, ils ont réussi à le piéger. Tu vois qu'Itadori, il a une grande force, à un moment donné, il peut jeter une voiture, et tu vois vraiment qu'ils ont été très stratégiques. Même, il y a certaines scènes qui te rappellent un peu d'autres anciens mangas, ils utilisent des fils comme dans Naruto, ils utilisent des lapins, comme dans Hunter x Hunter, avec Moro, qui utilisait ses lapins pour essayer d'aller, des lapins de naine pour essayer de repérer les ennemis. Là, il a utilisé tous ses lapins pour enfermer l'autre. Tu sais, ça fait un peu comme la fumée de Moro, tu vois. Tu sentais que il y a des similitudes, tu vois. Même la grand-mère, qui rappelle un peu Xenozoldyck, t'as pas mal de petits trucs. Même au niveau des chara-design, ça te rappelle des éléments d'autres mangas. Donc, tu sens qu'il y a une grosse inspiration. Même Shibuya, on dirait Yorkshire City, il y a plein de petits trucs comme ça où tu te dis ça c'est Naruto, ça c'est Hunter, ça c'est... Bref. Mais ils ont raison de faire ça, parce que c'est kiffant. Et c'est super bien animé, c'est bien fait, scénario bien réussi, super combat qu'il y a eu. Et en plus, on entre à peine dans le début, puisqu'ils sont encore à l'extérieur du dôme. Mais je pense que au fur et à mesure, et ils l'ont dit, que tu rentres dans le dôme et que tu descends, forcément, tu te rapproches des classes Est en bas, donc ça devient de plus en plus compliqué, ils sont de plus en plus puissants. Et c'est ça qui va être très intéressant. Et je pense que c'est pour ça qu'Itadori n'a pas encore utilisé son pouvoir de coup à impact retardé ou de rayon noir, parce que je pense qu'il s'économise pour la suite. Bref, voilà, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.